Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, on va s'entretenir un peu sur la méthode d'estimation par noyau de densité. Alors si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Avant de commencer, je voudrais te rappeler que la méthode d'estimation par noyau de densité, ce que les anglo-saxons appellent souvent le kernel density estimation, bien KDE qu'on entend souvent là, c'est une méthode non paramétrique qui nous permet d'estimer la fonction de densité de probabilité d'une variable continue. Elle nous permet aussi, d'une façon ou d'une autre, de regarder la distribution d'une variable aléatoire qui est continue. Je vais expliquer ce que je suis en train de dire de façon très basique, sans perdre de généralité. Je fais ceci, regarde. Je vais créer une séquence. Je vais prendre, disons, de 0 à 30 ou 35. Je vais prendre 35, je fais un link out, je vais prendre 60 pas. Et j'exécute. On est d'accord. Je vais créer une autre variable que je vais appeler y2 et je vais prendre la distribution de y2. Donc je vais prendre des qui square. Je vais mettre séquence pour qu'il puisse me faire les calculs et je vais prendre, c'est pas à 8 degrés de liberté et j'exécute. Regarde ce que on aura. Donc séquence sur l'as des ins comme ça et il va nous mettre les y dessus et il va nous faire le plot avec les y. Donc on a ceci. Bon, le type de ligne, je vais le mettre à L. Et puis, je vais prendre la couleur à rouge. Et j'exécute. Donc voilà, on a quelque chose de ce champ. Bon, ça, c'est une distribution classique d'un qui de quelque chose qu'on connaît. Maintenant, ce qui est en train de se passer en réalité, c'est quoi? C'est que tu vois, quand je prends D qui 2 là, c'est la fonction de densité de la loi de qui 2 qui est programmée à l'intérieur, non? C'est en réalité, je connais cette fonction là, je connais la fonction de densité de probabilité d'une loi de qui 2. Donc, je prends chaque observation de séquence là. Tu vois, chaque observation de séquence là, je prends chaque observation, je mets dans la fonction et ça me renvoie un Y. C'est ça qui a été ploté là, n'est-ce pas? Qui est ploté ici, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, on connaît la fonction de densité de probabilité. Avec ça, maintenant, on peut faire des calculs. On peut calculer l'air sous la courbe d'un point A à un point B. Ainsi de suite, faire des calculs comme ça. Mais maintenant, la plupart du temps, c'est que on a une variable avec des éléments à l'intérieur, mais on ne connaît pas la fonction qui a généré, on ne connaît pas le processus générateur de données. Je vais faire un peu comme de la triche ici, mais pour te montrer un peu de quoi il s'agit. Je vais créer une variable que j'appelle rand. Je vais prendre rand qui square. Ça y est, je prends 10 observations à 8 degrés de liberté. On peut regarder le contenu de rand rapidement là. Donc voilà, j'ai 10 observations ici comme ça qui sont venues d'un processus. Ici, c'est aléatoire, mais je connais le processus. C'est un processus, le processus qui génère, je sais que c'est un processus de qui 2 à 8 degrés de liberté. C'est vrai que les nombres que j'ai sont aléatoires, mais je connais le processus qui génère. C'est une loi de qui 2. On est d'accord? Mais lorsque un ami va te donner une variable, ou bien dans une base de données, tu as une variable, tu ne connais même pas le processus qui génère les données, tu ne connais pas. Alors, tu ne connais pas la fonction de densité de probabilité, n'est-ce pas? Voilà, donc on peut déjà au moins estimer cette fonction-là, on peut l'approcher, on est d'accord? Donc regarde, si je fais par exemple un histogramme de rand, disons que je fais un histogramme de rand, tu vois, bon, on l'a comme ça. Je vais prendre les fréquences pour qu'on puisse mettre la fonction de densité, quoi. Donc, je vais dire fréquence égale à false et j'exécute. Donc, pour qu'on puisse avoir un truc comme ça. Ça y est. Donc, je peux faire lines. Je peux faire lines density et je vais prendre rand. Ça y est, je mets rand dedans comme ça et puis j'exécute. Donc, on a quelque chose qui apparaît comme ça. Ça y est. On a, disons, je te montre rapidement là. Voilà, donc on a une fonction de densité qui apparaît là. Bon, maintenant tu peux me dire, mais Lulus, comment je sais que ça là c'est la bonne? Comment je sais que ce que densité me donne, c'est la bonne? Bon, voilà, on va regarder. Puisqu'on connaît, on avait déjà fait notre plot. Et on sait que quand
dans la vérité, le processus générateur est une loi de qui 2 avec 8 degrés de liberté. Voici un peu à quoi ressemble la courbe, n'est-ce pas? Maintenant, on va regarder. Je vais mettre ligne dessus. Bon, je vais choisir la couleur. Je vais changer la couleur ici. Je vais mettre la couleur à, je ne sais pas, je vais prendre le dark green. Je vais prendre le dark green et regarde un peu. C'est ce que je suis en train de mettre dessus. Bon, voilà. J'ai 10 observations. Voici ce que c'est en train de faire. Bon, apparemment, là, le kernel density n'est pas en train de faire un bon boulot. Bon. C'est parce que, dans ce cas, le nombre d'observations que j'ai est petit. On va augmenter ça un peu. Bon, je vais mettre ça à 100. Et puis, si je mets ça à 100 même, et puis je mets dessus, tu vois, ça commence déjà par être relativement, enfin, ça commence par s'approcher du processus, n'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, regarde, si je fais plot et je mets ce line dessus, tu vois, ça commence maintenant par approximer de façon plus intéressante. Je vais prendre 1000. Si je prends 1000 observations, donc, ce que je suis en train de faire là, c'est que plus j'ai d'observations, plus déjà je suis en train de converger vers la vraie distribution, vers le vrai processus générateur. On est d'accord? Donc voilà un peu. Je vais faire plot et puis je vais exécuter. Tu vois, déjà à 1000 observations, j'ai déjà quelque chose qui est très proche du processus initial. Je vais mettre ça peut-être à 10 000 et regardez, on va faire un nouveau plot. Et quand je fais line, voilà, on a quelque chose qui est totalement proche de cela. On est d'accord? Donc, ce qui se passe ici en réalité, c'est que quand j'ai beaucoup d'observations, en utilisant le kernel density, bien que je ne connaisse pas le processus qui génère les données, bien que je ne connais pas le processus générateur de données, en utilisant la fonction de densité à noyau, ici le noyau qu'on est en train d'utiliser, c'est un noyau gaussien. Il y a plusieurs autres formes de noyaux, je ne vais pas rentrer dans ça, on va supposer qu'on est dans un noyau gaussien, c'est bon ici. Donc, en utilisant ce processus-là, je peux approximer la fonction de densité de probabilité du processus qui est en train de générer les données que j'ai dans ma main là. On est d'accord? Voilà. Donc, bien que je ne connaisse pas la fonction de densité vraie, je peux utiliser maintenant la fonction du kernel density, la fonction que tu as là, la fonction que tu... Enfin, celle que tu as avec laquelle tu fais les calculs. Ici, R nous fait directement les calculs. Mais si tu... Parce que il y a une fonction qui est programmée à l'intérieur de R, n'est-ce pas? C'est cette fonction-là que, enfin, tu peux retrouver ça. C'est que si tu es ici en ce moment, c'est que tu as déjà un background avec les density. Donc, la fonction de le F de kernel density, là, qu'on appelle le KDA, en utilisant la méthode de Silverman et ainsi de suite, là. Tu peux utiliser maintenant cette fonction-là comme une approximation de la vraie fonction et utiliser ça maintenant pour faire des calculs. Tu as compris? Donc voilà de façon très simple ce qui se passe. Je vais récapituler. Je récapitule. C'est que si je veux représenter une fonction de densité, j'ai une formule, n'est-ce pas? J'ai une formule et la formule me permet de faire les calculs. J'ai la formule f de ins, la fonction de densité de probabilité f de ins est égale, et puis j'ai la formule. Et maintenant, je vais prendre des observations, je prends des ins, je mets dedans, je mets dans la formule, je calcule et j'obtiens le y, je calcule, j'obtiens le y, et je peux faire une représentation graphique de la distribution, enfin de la fonction de densité de probabilité. C'est ce que le rouge que j'ai fait initialement là, c'est ce que ça fait. Ici, dans le cas précis, j'ai une loi de qui 2. C'est une loi de qui 2. Et je connais la formule. Donc, j'ai fait les calculs avec density chi-square à 8 degrés de liberté. J'ai fait les calculs. Et quand j'ai fait les calculs, j'ai obtenu les y. Maintenant, j'ai fait un plot. C'est ce que j'ai obtenu ici. On est d'accord? Bon, ça, c'est parce que je connaissais la formule. Maintenant, dans la réalité, tu auras une variable. Je vais te montrer dans la suite maintenant un exemple. Je vais te montrer dans la suite. Mais tu auras une variable, ça y est. Et tu ne connais pas le processus qui génère. Tu ne connais pas la fonction f. Tu ne connais pas. Mais tu as une variable. On est d'accord? Donc,
tu peux utiliser une approximation. Et l'approximation là, c'est ça le kernel density estimation ou encore l'estimation par noyau de densité. Tu vois, donc la formule F qui te permet de calculer le kernel density estimation là, si c'est bon, si l'estimation est bonne, généralement c'est en utilisant la méthode de Silverman Mansion basique comme celle-là, elle te permet dans la plupart du cas d'avoir une estimation qui est bonne. Ça y est, donc tu utilises cette fonction là à la place de la fonction que tu ne connaissais pas. Et c'est celle-là maintenant que tu vas prendre pour pouvoir faire tes calculs. Donc tu vas l'utiliser comme une estimation. Est-ce qu'on est d'accord? Et ce qu'on est en train de faire ici maintenant, ce que je suis en train de te montrer là, c'est de te montrer que en réalité, lorsque tu as beaucoup d'observations et que tu utilises cette fonction-là en réalité, le boulot est bon, l'approximation est bonne. Quand le nombre d'observations commence par augmenter, l'approximation est bonne. Ça commence par te dire que oui, la fonction que j'ai est une bonne estimation de la fonction que je ne connais pas. Donc, je peux l'étudier, je peux l'utiliser pour faire les calculs avec vraiment une petite marge d'erreur. Mais dans l'ensemble, ça me donne une idée de ce que la fonction que je ne connais pas, la fonction de densité vraie que je ne connais pas est. Est-ce que ça peut aller? Voilà de quoi il s'agit de façon très simple. Voilà de quoi il s'agit de façon très simple. Maintenant, je vais te montrer un exemple avec la librairie. Je vais utiliser la librairie. AISLR. Ça y est, j'utilise la librairie AISLR et je vais utiliser une base de données dans cette librairie-là qu'on appelle Wage. Voilà, je vais utiliser Wage. Je charge en utilisant Data. Si je fais Data Wage, je suis en train de charger la base. Donc, elle va se retrouver en haut là tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et donc, je peux regarder un peu, avant même de faire Team, je vais regarder un peu à quoi elle ressemblerait de Wage. Oui, et je regarde. Voilà, donc c'est une base qui est relative. Hein. Si tu veux, on peut regarder rapidement de quoi il s'agit, mais c'est pas vraiment ça l'important pour moi en ce moment. Hein. Regarde, bon, ça on dit wage et other data for group of 3000 males working in the meet at type. Enfin, c'est un groupe de 3000 hommes, hein, pour 3000 observations, et puis voilà, bon, c'est ça. Alors, on va travailler avec, je vais attacher Wage pour pouvoir aller rapidement, voilà. Donc, la première des choses que je veux te montrer, c'est utiliser on va regarder le range de Wage. Donc, à l'intérieur de la base qui s'appelle Wage, là, il y a une variable, celle-ci, que je suis en train d'utiliser, qui s'appelle Wage, avec petit W. Donc, c'est son range que je veux regarder pour pouvoir définir. Donc, ça fait 20,08, 318,34. Bon, là, je peux prendre 20 et je vais prendre, c'est pas 320. D'accord? Donc, je vais définir un vecteur. Je vais prendre, c'est pas pretty. Je fais pretty de 20 à 320. Donc, et je lui dis de me prendre, c'est pas 70. On fait comme ça. Ça est. Donc, je peux faire un histogramme. Et quand je vais faire l'histogramme, je vais dire quoi? Je vais dire wage. Et puis, je vais faire breaks. Au niveau des breaks, je vais mettre vect. Ça y est, et je vais lui dire de me prendre que la fréquence est false pour qu'on puisse avoir quelque chose sur laquelle on peut mettre de la densité. Donc tu vois un peu à quoi ça ressemble. C'est quelque chose de ce genre. Bon, le problème ici, c'est que je ne connais pas le processus qui a généré ces salaires-là. La variable est continue, c'est bon, mais je ne connais pas le processus qui a généré cela. Fais une estimation de la fonction de densité de probabilité. Et pour faire une estimation de la fonction de densité de probabilité, je vais utiliser le kernel density estimation, l'estimation et par noyau de densité. Donc si je fais par exemple lines, tu vois, si je fais lines wage, et pardon, je vais faire density et je fais wage. Bon, je vais utiliser la couleur à... Je vais mettre la couleur à... Je vais prendre le rouge. D'accord, je prends le rouge. Donc, voilà, hein, on a quelque chose de ce genre-là.
Donc, cette courbe de densité que j'ai là, je vais me dire avec assurance que dans une certaine mesure, elle est approximative à celle que je ne connais pas. Le processus générateur que je ne connais pas, elle est approximative à cela et je peux l'utiliser pour maintenant faire des calculs. Cet histogramme que j'ai fait là, c'est pour te montrer que en réalité, tel que kernel density a été défini là, tu vois, l'intérieur dans une grande partie capte l'information. Donc voilà, c'est la superbe facilité que te donne la fonction density et dans R. Donc maintenant, regarde un jeu. Si par exemple, je ne voulais pas avoir l'histogramme, si je ne voulais pas avoir, parce que ici j'ai utilisé lines, n'est-ce pas, que j'ai ajouté à l'histogramme. J'ai pris l'histogramme et j'ai ajouté line. Pour ajouter chaque, j'utilise line. Maintenant, si je n'ai pas envie d'avoir l'histogramme, dans ce cas, je te montre, je vais utiliser plot et à l'intérieur, je fais density et là, je fais wedge, hein, simplement comme ça. Et puis, je peux choisir la couleur à rouge. Et voilà, ça me donne quelque chose de ce champ-là. Bon, on peut corriger un peu, certaines choses ici. Je vais prendre par exemple pour le main, je vais dire, c'est pas courbe de densité, wedge, ça y est. Et puis quand tu utilises plot, tu vois par défaut là, il te met un box. Si tu n'as pas envie d'utiliser le box, tu peux utiliser box type, hein, et puis tu dis non. Donc si tu exécutes ça là, tu vois, ça ne te met pas le box, ça te met le titre et puis ça te met le bind wife. Bon, ça c'est des petits détails qui sont derrière. Si tu de toute façon, tu aurais, puisque tu es là, c'est sûr que tu as déjà un background, c'est sûr que tu comprends un peu déjà ces détails là. Je ne vais pas revenir sur les fondements, les détails techniques qui sont derrière ces calculs là. Je voudrais juste que tu comprennes l'esprit de quoi il s'agit. On est d'accord. Maintenant, on peut utiliser un polygone pour pouvoir, je dirais, remplir l'intérieur et faire quelque chose d'un peu plus joli. Donc, je vais faire polygone. Je vais faire polygone. Et puis, je vais faire density wedge. Attention. Density wedge. Et puis, je vais faire couleur pink. Et je fais border. Je vais faire le border. Je vais prendre bleu. Comme ça. Voilà. Donc, ça fait quelque chose d'un peu plus joli. Et puis, on peut représenter notre observation ici avec rogue. Hein. Donc, ça fait rogue wedge. Et puis, on peut prendre la couleur. Je sais pas. Je vais faire simple. Je vais prendre du brown. Simplement comme ça. Pour voir un peu, pour présenter aussi sur le plot cette unidimensionnelle, la variable que j'ai utilisée pour pouvoir faire le kernel density estimation. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Donc on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes et faire des comparaisons ainsi de suite. Je vais faire d'autres capsules pour t'amener à comprendre ces choses-là. Mais déjà pour le moment, il faut comprendre que lorsque tu as une fonction, parmi la grande panoplie des utilisations qu'on fait des kernel density estimation, les noyaux, l'estimation par les noyaux de densité là, l'une d'elles c'est de nous permettre de faire une estimation de la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire qu'on ne connaît pas. Tu as aimé, n'oublie pas de me laisser un mot dans les commentaires. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.